Aujourd'hui, à l'émission d'Atelier en Atelier, nous allons à la rencontre de la designer Caroline Castonguay, qui a créé en 1998 sa propre entreprise nommée Carcasse. Complètement réalisées au Québec, ces créations se distinguent par leur coupe et leur matière extensible. La designer les travaille avec sa touche personnelle et en fait sa signature. Avec son équipe de production, elle offre un produit original et de qualité, mais aussi confortable et pratique, avec un style qui allie confort et élégance. L'atelier Le Forestier, c'est l'ébéniste Philippe Dalloy, créateur de bijoux, meubles et articles de cuisine faits en bois. Ses œuvres sont les fruits du croisement entre l'ébéniste et l'ingénieur forestier. Fort de sa connaissance de la forêt, de ses études universitaires, de ses convictions et de son talent manuel, il travaille avec des chutes de bois exotiques recyclées et des essences locales récoltées à même sa terre. Elisabeth Hamel s'est spécialisée dans l'étude de la céramique, plus spécialement la porcelaine. Elle crée des œuvres utilitaires de série, bols, tasses, verres, assiettes. Chaque objet est à la fois affiné, élégant et simple. Grâce à la cuisson au gaz, ces porcelaines blanches aux extérieurs sans émail et aux intérieurs en émail rouge offrent une latitude d'effet unique, recherchée et imprévisible. Je serais pas capable de fabriquer des choses qui sont pas utiles. Il faut que ça soit utile pour moi, en tout cas, pour que je sois bien là-dedans. J'ai besoin de faire ça de ma vie. Ouais. Je savais que je voulais travailler avec mes mains, être un artisan, puis être mon propre patron. Puis c'est en faisant des recherches que j'ai tombé là-dessus, sur l'École de la Maison des métiers d'art, ici à Québec. Je me suis inscrite en céramique. À l'école, on fait beaucoup de recherches puis de tests, d'essais, d'erreurs. J'ai essayé la porcelaine. C'est sûr que sur le tour, tourner la porcelaine, c'est un peu plus difficile. Sauf que, je sais pas, c'est un autre petit défi de plus. Puis, j'ai continué dans cette voie-là. Ici à Limoilou, dans le fond, aux ateliers du 3/5e, j'ai mon espace dans l'atelier. Puis, je fais ma production du tournage jusqu'à l'émaillage. Étant donné que je travaille sur un tour de potier, donc je fais chaque pièce une à la fois, donc je vais faire peut-être une centaine de tasses. C'est sûr qu'ils vont être toutes similaires, mais ils ne seront pas toutes identiques, étant donné que je les fais toutes une à une. C'est sûr que je ne prends pas d'outils pour calculer la dimension de mes pièces, là. À part parfois pour faire un couvercle. Ça, c'est oui, je veux utiliser un outil, mais autrement, non, je ne prends pas d'outil. Bien, mes pièces se distinguent parce qu'elles sont... Il y a une ligne noire à l'extérieur puis c'est rouge à l'intérieur. Il y a comme un contraste de couleur avec le blanc et le rouge. Ça, le monde il commence à me reconnaître beaucoup là, à cause de ça. Puis je dirais à cause de la cuisson au gaz, mais c'est vraiment un style particulier, propre à moi, là. C'est des pièces qui me ressemblent beaucoup aussi, dans le sens que le monde qui me connaisse beaucoup, ben, il me voit dans ces pièces-là. La plupart des clients me disent que mes pièces sont super élégantes. Qui sont épurées puis sont élégantes, puis c'est pour ça qu'ils les aiment. Puis ma famille, chez moi, ben ils me taquinent beaucoup en me disant que je suis élégante, que je suis donc élégante, puis que j'ai de la classe. C'est comme... Fait que moi, je le vois pas nécessairement, mais
Le monde qui me connaît, c'est ce qu'ils disent. La glaçure à l'intérieur, c'est pas une teinture, c'est pas une peinture, c'est vraiment des matières premières, mais que pendant la cuisson, ça fond. Puis il y a de la silice, entre autres, dans ma glaçure, donc ça fait un effet vitrifié. Ça vient vitrifier la pièce à l'intérieur, puis c'est pour ça aussi qu'elle est utilitaire. Je suis capable d'avoir du rouge, du jaune puis du vert, surtout à cause de mon carbonate de cuivre que je viens mettre dans ma glaçure. Ensuite, j'apporte ça, j'emballe tout ça. Puis je m'en vais chez mes parents qui se trouvent à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Mon four à gaz est là-bas, puis c'est là que je fais mes cuissons. Puis c'est ça, mon père, en fait, pour m'aider, pour me donner un coup de main, bien, il m'a construit un atelier où je pouvais mettre mon four à gaz. Sinon, je pense pas que je pourrais faire ça aujourd'hui s'il ne m'avait pas aidé. Là. Ce ne serait pas la même production que j'aurais de toute manière. J'ai choisi la cuisson au gaz parce que, de un, je voulais utiliser la porcelaine. Puis pour travailler la porcelaine, bien, il faut cuire à haute température. Donc, puis en utilisant un four à gaz, mais avec ça, tu peux aller à haute température sans problème. Un four électrique aussi, mais c'est tes éléments, puis tes éléments, ils vont pas durer très longtemps si on fait ça. Là. Puis aussi, la cuisson au gaz, bien, tu peux faire de la réduction puis de l'oxydation, dans le sens que tu peux avoir des effets très différents d'une cuisson à l'autre, avec la même glaçure. Comme moi, j'utilise un rouge de cuivre, il y a du cuivre dans ma glaçure. Puis quand il y a beaucoup d'oxygène pendant la cuisson, le rouge n'est pas rouge, mais il est jaune, parce qu'il oxyde, simplement. Comme les toits de cuivre, en cuivre, là, à l'extérieur, quand il y a beaucoup d'oxygène, ça devient vert. Mais moi, c'est un peu le même principe, sauf que c'est jaune ou vert, là, tout dépendant. Là. Puis quand j'ai juste assez d'oxygène dans mon four, quand il n'y en a pas trop, mes glaçures deviennent rouges, mais encore une fois, il y a une variante. C'est pas toujours le même rouge. Ça varie, un rouge foncé, un rouge cerise, un rouge plus brique. Ça dépend vraiment d'une cuisson à l'autre. Ça, c'est ça que j'aimais aussi. Je pense au côté pratique, oui, parce que sinon, les clients me le redisent l'année suivante que ça ne fonctionne pas. Puis chaque nouveau produit que je fais, bien, je l'essaie à la maison aussi, ou je le prête à ma mère, ou j'en donne à ma mère ou à ma soeur pour qu'elle puisse l'essayer pendant quelques semaines. Oui, il faut que ça fonctionne. Là. Si ça ne fonctionne pas bien, je l'enlève tout simplement, ou je l'arrête de le faire tout simplement, ou bien je l'améliore. À chaque saison, bien, là, je recommence mes bols à pâte, mes bols à soupe taille, mes tasses. Puis à chaque fois, bien, j'essaie de les faire pareil comme la dernière fois, mais ils ne sont jamais pareils. Là. Si j'en fais 100, ils vont tous être pratiquement pareils, sauf que c'est comme une nouvelle production, même si c'est la même. C'est juste, ça change. C'est aussi comment je me sens dans l'instant du moment aussi. Des fois, elles sont plus minces, mes pièces. Comme là, ma production est beaucoup plus mince que la production que j'ai faite pour l'hiver passé, pour une raison X que j'ignore. Je me vois pas comme entrepreneur. Oui, je suis travailleur autonome. Je suis mon propre patron, je fais mes heures, c'est moi qui décide les heures que je travaille, mais oui, je travaille beaucoup, mais je prends le temps aussi d'avoir une vie familiale, puis d'avoir une vie, point. Mais moi, c'est ça qui m'attirait aussi dans ce métier-là. Puis de faire mon horaire moi-même, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, mais
Puis d'un autre côté, il y a des côtés un peu plus plates, comme la comptabilité, le marketing, faire un site Internet. Ben oui, je me considère comme une artisan, mais aussi j'ai un côté artiste, veux pas, là, pour la création. Puis, tu sais, le fait main, oui, c'est côté plus artisan, mais ça prend un petit côté artiste aussi. Lors de la production d'une œuvre, c'est l'artisan qui contrôle chaque étape de transformation, de la matière première jusqu'au produit final. Il veille également à la parfaite exécution de la part de ses employés ou collaborateurs. Chaque œuvre témoigne de la maîtrise et du savoir-faire de l'artisan. Un gage de qualité et d'authenticité en métier d'art. Les bijoux, ça est arrivé de façon un peu exploratoire. Je faisais certains articles de cuisine que je vendais au Carré Diouville, dans un petit marché d'artisanat qu'il y a encore aujourd'hui. Puis, je me faisais demander constamment des bijoux de bois. Je me décrirais plus comme un ébéniste qui fait des bijoux parce que le joaillier, j'ai pas passé par l'école de joaillerie comme telle. Moi, de toute façon, je suis autodidacte en ébénisterie aussi. Mais les techniques que j'utilise sont beaucoup plus des techniques d'ébénisterie que j'ai modifiées ou miniaturisées pour la joaillerie. Mon père m'a montré le travail du bois. Aussi jeune que je me rappelle, je faisais des collages avec lui. Lui avait un atelier dans la cour arrière. Puis j'ai commencé à travailler le bois très jeune, vers une dizaine d'années. Une première réalisation, là, avec évidemment la supervision parentale. Mon père a quand même travaillé aussi dans le miniature. Lui, il était ajusteur de pièces de métal quand il était tout jeune, donc il était dans la précision aussi. Pas une discussion que j'ai eue nécessairement avec mon père, mais je sais qu'il me dit que souvent que j'aurais aucune idée comment faire ces choses que tu fais. J'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval en aménagement forestier. Ça a été une grande source d'inspiration, sans le savoir à l'époque. Je mettais en pratique dans l'atelier de mon père les découvertes de nouveaux bois, toutes sortes d'éléments que je pouvais découvrir à l'université. Moi, j'aime bien travailler sur deux tableaux. Je l'ai toujours fait. Quand j'ai commencé à travailler, je faisais du meuble sur mesure. Pratique que j'ai maintenant délaissée pour du travail plus patrimonial sur le bâtiment. Je redécouvre un peu l'ébénisterie à ce niveau-là, puis j'ai envie de pousser ces techniques-là, puis de développer ces techniques-là qui étaient des techniques d'autrefois qu'on a eu tendance à perdre récemment. Donc pour mon approvisionnement, il y a du bois qui vient de ma terre à bois, mais aussi quand j'ai besoin de faire des ouvrages en pain, j'achète du pain qui vient de moulin à scie. Au Québec, historiquement, dans les années 1800, il y a eu le blocus de Napoléon qui a fait qu'on s'est fait dilapider de nos ressources. Le pain blanc, le chêne rouge sont partis vers l'Angleterre. Donc aujourd'hui, la qualité du bois qui reste est beaucoup moins grande. C'est beaucoup plus difficile de s'approvisionner de bois de qualité. Si on veut avoir des planches, par exemple, j'avais besoin de planches de 12 pouces, du bois select, c'est beaucoup plus rare au Québec. C'est souvent importé des États-Unis, malheureusement. Quand il est question de bois d'œuvre, pin, chêne, érable, tout ça.
Ici, on a une pièce de chancre sur érable à sucre que j'ai trouvée sur ma terre à bois en faisant différents travaux forestiers. Donc ça, c'est commun de l'érable à sucre, c'est des genres d'excroissance, un petit peu c'est un champignon en fait qui attaque l'arbre. Donc on en retrouve quand même fréquemment. De cette taille-là, c'est peut-être un peu plus rare. Puis ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que le veinage du bois est exceptionnel. Il y a toutes sortes de fissures qu'on retrouve dans le bois que je vais exploiter. Puis ben, là-dedans, il peut y avoir 1000 pièces de bijoux. C'est ça la beauté. Moi, j'aime bien travailler avec toutes sortes de matériaux récupérés. Même l'aluminium, j'en récupère beaucoup aussi. Puis, bien évidemment, il y a du bois exotique qui rentre aussi dans tout ça, j'essaie de récupérer dans la plupart des cas de grosses manufactures, comme une manufacture de guitare, ou d'autres artisans qui me donnent des morceaux qui peuvent avoir des défauts intéressants aussi. Je ne sais pas toujours à quoi va ressembler le bijou en bout de ligne, donc je vais me laisser guider par les veines de la matière. Je vais explorer un peu la pièce de bois, puis décider un peu ce que je vais faire avec. Parce que moi, il a fallu que j'invente beaucoup d'outils pour percer, pour polir, pour sabler, tout ça. Donc, oui, au niveau de la fabrication, c'est souvent une source d'inspiration pour créer de nouvelles choses. Quand je l'invente ou je développe un nouvel outil, ça me donne l'idée de créer des nouvelles formes et tout ça. Il y a un cliché effectivement sur le côté hippie des bijoux de bois. Je pense que mon bijou est assez contemporain. À ma grande surprise, il est acheté par une clientèle de tout âge, donc très jeune et assez âgée aussi. Le fait que j'utilise un peu d'aluminium, que je fais des insertions de métal dedans, donne un côté beaucoup plus contemporain à ce bijou-là. De toute façon, si je me consacrais seulement à une clientèle hippie, je pense pas que je réussirais à vivre de tout ça. Un artisan, je dirais que c'est quelqu'un qui a une sensibilité à la matière qu'il travaille, qui a une grande connaissance de son métier, qui est toujours en recherche d'amélioration de son travail. Qui n'est pas nécessairement axé sur le développement de l'entreprise, mais beaucoup plus sur la technique, sur le savoir-faire. Puis, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens en tant qu'artisan. Quand j'ai commencé mon entreprise, je voulais la développer beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est stable, puis j'aime ça comme ça. Puis je fais beaucoup de recherches au niveau des techniques pour améliorer toujours le processus, puis d'améliorer la qualité, d'avoir aussi un meilleur profit dans ce que je vends, parce que je le vends plus cher aussi, puis un meilleur savoir-faire lié à ça. Le choix des matériaux, neufs ou recyclés, représente une étape importante dans le processus de fabrication. Les matériaux transformés sont de grande qualité. Les œuvres faites à partir de matériaux recyclés sont clairement identifiées. La matière avec laquelle l'œuvre est réalisée doit avoir été suffisamment transformée pour être reconnue comme métier d'art. Je suis quelqu'un qui aime toucher à tout. C'est sûr que tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif m'attire beaucoup. Quand j'ai une ouverture pour inventer quelque chose, créer quelque chose, même la fin de semaine, je me lance.
Au niveau de la création, je m'inspire beaucoup des tissus. Quand je fais mes achats de tissus, c'est des coups de cœur. Là, ensuite, quand je les ai dans mon atelier, je les regarde et c'est à partir de la matière que je vais inventer le vêtement. Je vais décider que tel tissu va devenir une robe évasée, souple, ou que tel autre tissu plus formel va devenir une veste. Personnellement, je considère que c'est vraiment important de savoir faire toutes les étapes. En tant que designer, de ne pas seulement savoir dessiner, mais de pouvoir tout reprendre à zéro soi-même, de pouvoir faire autant l'échantillon, de pouvoir remplacer la couturière, de pouvoir faire toutes les étapes, là, les patrons, être capable de faire la coupe. Moi, c'est ce qui assure la qualité là, dans mon entreprise, c'est que j'ai envie d'aller toucher à tout, puis de vérifier chaque étape si tout est fait selon les standards de Carcasse. La création, c'est ma période préférée dans l'année, même si il y a une portion de stress, là, il y a une angoisse qui vient avec l'état de création, c'est certain, mais c'est ce que je préfère. Ça commence par un cahier de croquis rapide, vraiment des croquis, premier jet, des idées, des choses que j'aimerais ajouter à la prochaine collection. Ensuite, je découpe des petits bouts de tissu, je broche ça à côté, je change d'idée souvent, j'interchange. Puis une fois que j'ai mon cahier de croquis, c'est comme juste un premier jet. J'épingle ça sur un grand babillard, puis on fait des tests. Dans des tissus, on coupe directement, puis on essaie les premiers échantillons. Il y en a qui vont rester, puis il y en a beaucoup qui vont être éliminés en cours de route. C'est celle-là ici. Là, il y en a une qui n'est pas fermée, puis l'autre, regarde, je l'ai fermée juste avec un petit point. Oui. Dans le processus de création, j'implique beaucoup mon équipe. Chaque échantillon, je l'essaye, je vais voir les filles, je leur demande leur opinion. Les propositions, je les prends ou je les prends en note, ou en tout cas, c'est sûr que je trouve ça super important de travailler en équipe. Là, la taille, Avoir une bonne équipe, c'est un défi de taille. Les couturières, je pense que c'est un métier qui tend à disparaître. Là. Il y en a eu beaucoup. Plusieurs ont pris leur retraite, puis là, il y a vraiment un trou. Donc, il y a une certaine relève qui existe. Il faut aller la chercher dans les écoles. Puis, arriver en entreprise, bien, il faut les reformer selon les standards de l'entreprise. J'ai fait mes études au Collège La Salle à Montréal. Avant la fin de mes études, j'ai rencontré une première cliente, une boutique qui a cru en moi tout de suite, boutique Exil sur la rue Saint-Jean. Donc, j'ai commencé les fins de semaine, le soir, à fabriquer quelques vêtements pour cette boutique-là, ce qui m'a permis de payer mes études jusqu'à la fin. Et dès que j'ai terminé, je me suis lancée en affaires avec cette première boutique-là. Dans les tissus, c'est sûr que oui, il faut regarder les tendances, les couleurs, c'est important. Chaque année, il faut faire d'abord une recherche de tendance. Puis les matières. Certaines saisons, certaines matières sont plus à la mode, disons, puis l'année suivante, c'est complètement out. Donc, il faut se tenir à jour puis essayer de suivre. Trouver des tissus de qualité, c'est aussi un défi de plus en plus. Il y a beaucoup de fournisseurs de tissus qui, comme l'économie est difficile, essaient de couper dans la qualité, de vendre le même produit un peu plus cher, mais avec moins de qualité. Ça, c'est vraiment difficile. En tant que designer, il faut aussi se fier à son instinct, à ce qu'on aime, puis souhaiter que les gens nous suivent là-dedans. Pour les couleurs, il n'y a rien qui est éliminé là, dans mes objectifs de créer des nouvelles collections. Par contre, j'ai toujours des bases. Je vais aller vers une base de noir, de blanc, de rouge, et un rouge qui est vraiment le rouge de Carcasse que je répète souvent à chaque année.
Ensuite, les gris que j'insère plus à l'automne. Après ça c'est comme ma base. Après ça, là, je vais aller étudier les tendances puis ajouter des touches de couleurs différentes à chaque saison. Ce qui fait qu'on achète les produits Carcasse, c'est souvent une recherche combinaison élégance et confort. C'est vraiment la femme qui veut être bien mise, mais pas coincée dans ses vêtements. Donc même une veste, un tailleur va être très souple. On pourrait presque faire du yoga avec son tailleur, puis ça passerait. Ça serait faisable. Je réussis à faire toutes les étapes au Québec depuis 16 ans. Par contre, c'est un défi pour une entreprise comme la mienne, un défi qu'il faut relever à chaque année parce que beaucoup de gens font faire en Asie ou ailleurs dans le monde. C'est peut-être moins cher, mais moi, j'y tiens. C'est une fierté que j'ai depuis toujours. Je tiens à garder ma production au Québec, à faire le design, le patron, les échantillons, la confection et toute la production est faite ici. Ça reste que peut-être ça me garde à une plus petite échelle, mais ça fait partie là, de ma fierté, de ma marque de commerce aussi. Quand j'ai des clientes qui viennent ici, je me permets de leur faire visiter l'atelier pour qu'ils voient qui fabrique les vêtements, qu'ils voient dans quel environnement c'est fait. Puis, moi, en tant que cliente, j'aimerais voir ça quand j'achète un produit. Donc. C'est ce qui me définit, effectivement, c'est le produit local fabriqué à Québec même. Et j'essaie de miser là-dessus, même si, avec ce qui se passe dans l'économie, c'est pas évident. Mais je pense qu'avec beaucoup de persévérance, il faut y croire, il faut tenir son bout, puis c'est possible.